L'accord sur le Mercosur est-il le bon? Il a été conclu le 3 septembre par la Commission européenne avec les pays latino-américains. Il doit encore être soumis à l'approbation des 27. Sébastien Bis, bonjour, Bonjour. directeur du Club Déméter, chercheur associé à l'IRIS. On a négocié des heures, des jours, des mois pour obtenir notamment ces clauses de sauvegarde. Est-ce que ça suffit aujourd'hui pour rassurer les agriculteurs français? Non, très clairement non, parce que cet accord, qui est un accord global, je rappelle, l'accord du Mercosur et de l'Union européenne n'est pas un accord agricole exclusif. C'est un accord global qui est négocié depuis un quart de siècle. Depuis un quart de siècle, le monde a beaucoup changé. L'Union européenne elle-même s'est transformée, s'est élargie et s'est mise aussi beaucoup à douter de son rapport à son commerce mondial. Et le monde agricole, en fait, aujourd'hui, reste extrêmement sensible sur ce dossier des accords de libre-échange avec certains blocs régionaux, non pas sur l'utilité d'échanger, mais sur la réciprocité de normes de production et la capacité de l'Union européenne à faire respecter, y compris vis-à-vis de partenaires commerciaux, ce qu'elle impose à domicile, dans l'espace communautaire, aux propres producteurs européens. Du coup, ça râle beaucoup sur les questions agricoles. Ça ne suffit pas de dire qu'exporter plus de voitures, plus de machines, plus de vins et spiritueux en Argentine, ça suffit. On ne supporte plus qu'il y ait des gens qui perdent dans un accord commercial. Oui, parce qu'on est aussi dans une époque où les tensions commerciales, on est dans un monde qui a remis ces dernières années beaucoup de barrières, beaucoup de normes, beaucoup de taxes. Et on voit bien que l'Europe elle-même en a mis beaucoup. Taxes sur les produits déforestés, des barrières sanitaires très élevées. Donc d'autres pays dans le monde contestent aussi cette Europe qui critique parfois les productions faites à l'étranger. Je pense aussi qu'il faut relativiser. On a des productions sud-américaines dont la traçabilité, les qualités... Il n'y a pas que du bœuf aux hormones, quoi. Non, bien sûr. Ou du poulet à la javel. Je pense qu'il faut rééquilibrer un peu le tout. Vivre en 2025, regarder devant. Et on voit bien que cet accord de Mercosur, en fait, il crispe le monde agricole. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces 5 pays du Mercosur, grosso modo, la moitié de ce qu'ils exportent vers l'Union européenne aujourd'hui, ce sont des produits agricoles et agroalimentaires. Ce sont certains des géants sur la planète agricole et alimentaire, le Brésil en tête. Donc, certaines filières européennes, je pense aux filières animales, bovins, ovins, certaines filières comme le maïs, comme le sucre, sont des filières qui regardent cet accord comme une menace potentielle, quand bien même il y a des contingents, quand bien même il y a ces accords qui ont été définis récemment, que la France a obtenus pour avoir justement des mesures de sauvegarde. Et la question sur la table, c'est est-ce que l'Europe est capable de faire respecter à la fois ses contingents et ses mesures de sauvegarde, sachant que, et vous l'avez dit, cet accord pour l'instant, il n'a pas été ratifié par l'ensemble des États membres, donc le processus est encore long. Et à l'inverse, côté sud-américain, il y a un autre agenda dont on devrait parler un peu plus. C'est ça, justement. Côté européen, cet accord divise énormément, mais les Américains ne sont pas très convaincus non plus. Ils ne sont pas tous d'accord sur le dossier. Non, on doit aussi regarder que le bloc Mercosur est assez fragmenté. Lula est assez favorable à cet accord depuis longtemps. Lula a une espérance de vie politique 2027 qui se rapproche. Lula a dans 2 mois la COP 30 sur son sol, qui va beaucoup mettre l'accent aussi sur le Brésil, son agriculture, son modèle, la déforestation, etc. Donc il avait intérêt, lui, à accélérer sur ce processus ces derniers mois. Javier Milei n'est pas très allant sur une relation avec l'Europe. Son objectif à lui, c'est plutôt de bien s'entendre avec les États-Unis et Trump. Et donc, on n'a pas un bloc Mercosur complètement homogène. Et même dans le Mercosur, sur le plan sociétal, il y a des débats aussi sur cet accord. Donc, on voit bien que parce que nous sommes dans le contexte mondial et stratégique dans lequel nous sommes, plus le fait que cet accord est négocié depuis un quart de siècle, il comporte une sensibilité agricole. On a souvent eu des accords où parfois les questions agricoles ont été sacrifiées. Beaucoup de choses sont rassemblées. Il y a un autre point quand même pour bien comprendre pourquoi le monde agricole européen, et pas que français, que ce soit en Pologne, en Italie, en Allemagne, les débats sont vifs sur cet accord. Il y a des sensibilités parce que côté européen, il y a eu aussi des accords avec le Vietnam, avec le Canada, avec l'Australie, il y a des discussions avec l'Inde. Donc jusqu'où on va sur cette libéralisation des échanges ? Il y a le fameux dossier ukrainien, qui est à nos portes sur le plan agricole. Puissance agricole très forte. Un volet sensible. Et moi, j'aime bien rappeler quand même quelque chose de très simple, c'est que l'Europe, pendant des années, a développé une politique agricole commune. Cette politique agricole est de moins en moins commune depuis 10-15 ans au niveau européen, mais nous n'avons jamais eu de politique agricole extérieure commune, si ce n'est sur ces accords de libre-échange
qui expose l'ensemble des États membres à des situations. Mais chaque État exporte ou importe de manière unilatérale et solitaire. Et donc, l'expression stratégique d'une Europe puissance agricole, elle est statistique, et ça je crois qu'il faut le rappeler. Nous sommes le plus grand exportateur mondial sur le plan agricole alimentaire. On a une balance excédentaire de 70 milliards d'euros. Les États-Unis ont un déficit de 40, la Chine un déficit de 150. Donc l'Europe est en avantage comparatif sur le plan agroalimentaire dans le monde. Néanmoins, à part cette statistique, dans le narratif, dans la cohérence d'ensemble, ça manque. C'est un des grands sujets, je pense, pour l'Europe demain sur le plan agricole. C'est est-ce qu'elle veut être une grande puissance au sens complet du terme. Sébastien, vous vous souvenez que pendant les manifestations contre le Mercosur, on détruisait des produits venant d'Espagne ou du Portugal en disant que c'était l'ennemi. Donc on est très loin de ce que vous dites, d'une politique commune. Oui, parce qu'on voit bien que l'Europe, en ce moment, il y a ce paradoxe. Il y a une espèce de fatigue intérieure sur l'Europe. On ne sait pas où elle va, jusqu'où elle peut aller, etc. Donc le projet européen est questionné aujourd'hui par de nombreux secteurs d'activité, malheureusement. Et puis l'autre chose, c'est que l'Europe, vue de l'extérieur, soit il y a certains pays qui considèrent que c'est devenu vraiment la banlieue du monde, soit on manque de robustesse parce qu'on n'est pas assez uni, compact, cohérent à 27 dans tout ce qu'on exprime. Et puis sur ce dossier Mercosur, mettons les pieds dans le plat. On voit que la présidente de la Commission européenne est allée un peu seule accélérer un processus au détriment d'avis de certains responsables européens, France en tête. Et on voit bien qu'il y a aussi le sujet de la crédibilité de la présidente de la Commission européenne qui a évoqué le sujet du Mercosur dans son discours sur l'état de l'Union hier à Bruxelles. Le Parlement est quand même assez vent debout sur un certain nombre de choses qu'elle est en train de mettre en place. C'est compliqué politiquement pour Ursula von der Leyen, notamment sur la question du rapport Draghi. Est-ce qu'il faut être obsédé par la mise en place du rapport Draghi? C'est notre sujet de débat avec Emmanuel Le Chypre et Jean-Marc Daniel. Merci beaucoup Sébastien d'être venu.